Des images comme butin de guerre. Des images muettes. Peuvent-elles faire parler les mémoires et évoquer l'histoire? Des images furtives. Dominante indigène. Domination européenne. Ces vieilles pellicules peuvent être regardées maintenant comme des vidéos de vacances, voire même comme des cartes postales. Mais pour l'auteur de ces images, c'est tout à fait un autre propos. Elles sont pour lui les témoins d'un temps où sa vie et celle des milliers de jeunes comme lui avaient sombré dans les ténèbres d'une guerre sans nom. Maintenant, elle est nommée la guerre d'Algérie. Michel Tessot, puisqu'il s'agit de lui, n'avait jamais voulu faire cette guerre. Il aurait aimé plutôt se consacrer à la réalisation de ses projets avec sa fiancée, Simone. Mais que pouvaient valoir ces raisons devant la raison d'État? Et les ordres viennent d'en haut. Il faut préserver l'ordre public et combattre les fauteurs de troubles qui sèment la zizanie sur les territoires français d'outre-mer. Justement, voici un de ces fauteurs de troubles, Mekacher Salah. Comme Michel, lui aussi avait ses propres rêves. Il fréquentait la médersa d'Alger, pour qu'avec un peu de chance, il deviendrait cadet de justice. Mais hélas, cette justice faisait défaut. Elle était celle du Roumi et pour le Roumi. Et la guerre était là pour lui dicter un autre projet. Aller carapahuter dans les maquis. Alors, bye bye la plume, bonjour les arts. Et si les choses étaient tout autres, quelle aurait été la vie de chacun d'eux? Une question absurde, pour une guerre absurde. Mais, revenons à ce brave soldat, qui s'était amusé à se balader avec une caméra au beau milieu d'un conflit. Voilà des images à la guerre. Est-ce une manière à lui de conjurer l'amnésie et de prendre sa propre revanche sur cette guerre? Silence, ça tourne. En venant en Algérie, comme j'étais contre cette guerre, j'avais comme chanté l'air du déserteur en montant sur le bateau, et le lieutenant qui m'accompagnait m'avait promis que je reviendrais dans un cercueil en me disant « dis adieu à la France, et quand tu reviendras dans un cercueil ». Donc tu vois ce que j'ai appris en Algérie, ce n'est pas avoir pacifié, ce qui était un peu notre consolation, ça n'avait pu pacifier, apporter quelque chose à la population, mais ce que l'on nous a appris, c'est de tuer et puis de boire pour oublier toutes nos souffrances. Pendant nos classes, qui durent à peu près 3 à 4 mois en France, on nous a parlé qu'on allait faire de la pacification. On nous disait comment il fallait faire avec la population indigène, qui disait. Et après, lorsque nous avons débarqué en Algérie, on nous a tout de suite mis une arme entre les mains et on a tout de suite compris que finalement, en fait de pacification, on était lancé dedans une guerre qu'on désapprouvait. Et du début jusqu'à la fin, on a monté ces embuscades contre notre gré. Bien sûr, du côté de l'armée, quand on avait un copain qui était tué ou blessé,
ça nous emmenait, ça nous créait un esprit de vengeance vis-à-vis du FLN. Et à ce moment-là, les militaires étaient tout contents, disant bon ben l'assaut s'est prise, hein, et maintenant on peut les laisser tranquilles, ils vont se battre comme des soldats. Alors, les pires souvenirs qui m'ont marqué, bien sûr, c'est de découvrir l'Algérie, ce super pays, quand on a été envoyé en Algérie, qu'on est monté sur Son légionnaire, le savait-elle, tortionnaire au cinéma des grands boulevards. Psychose et la tulipe noire sont à l'affiche ce mardi aux côtés de West Side Story. Ils se dirigent vers la ville, ils sont venus des bidonvilles, Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre. Enfants, vieillards, famille entière dans leur costume du dimanche, souliers de cuir, chemise blanche. C'était au temps des colonies, et la nuit tombait sur Paris. Nous sommes quelque part tous morts pendant cette guerre d'Algérie. Vois-tu, Paul, la seule chose que j'ai appris pendant la pacification de l'Algérie, c'est tuer et boire. Pendant cette guerre, personne n'avait peur de la mort, mais tout le monde avait peur de mourir. On arrive à ne plus y penser, mais jamais on ne pourra oublier. Dieu devient dans les prières de ceux qui lui réclament la victoire un instrument de la haine et du mal. On prostitue Dieu pendant que les forces du mal se délectent. Je me permets de te féliciter pour ton action de mémoire, dont je ne suis pas capable pour un tas de raisons. La principale étant de ne pas avoir eu le courage de déserter à cette époque, car ce conflit ne me concernait pas. Cet abcès a longtemps mûri dans la tête et dans le cœur des anciens appelés de la guerre d'Algérie. Pour que s'expriment enfin les consciences longtemps automuselées, pour que la nation française sache se reconnaître capable et coupable d'horreur. Se reconnaître capable et coupable d'horreur. C'est vrai. Et elle est de qui cette phrase? Pareil, c'est celle du père, j'ai plus son nom en tête. D'accord. Qui a fait la guerre d'Algérie et qui a énormément souffert pendant la guerre d'Algérie. Et maintenant, il consacre sa vie pour les jeunes délinquants, essayer de les remettre sur un droit chemin. D'accord. Ok. Ouais, c'est superbe, il y a le paysage qui est merveilleux. Bon, dans toute guerre, il y a la guerre avec les armes et il y a la guerre secrète. La guerre secrète, nos chefs, nos dirigeants n'y étaient pas préparés. Les étudiants ont payé, soi-disant, une déviation, alors que c'était des innocents. Il faut dire que les étudiants ne sont pas venus d'eux-mêmes, n'ont pas rejoint d'eux-mêmes les maquis. On les a appelés. C'est très important, ça. Il y a les révolutionnaires, en l'occurrence Ben et Ben Midi, qui ont lancé l'appel, qui ont demandé tout d'abord la grève des examens, la grève de la scolarité, et ils ont demandé en même temps aux étudiants de rejoindre le maquis. Ils ont répondu parce que parler de Ben à l'époque et de Ben Midi, c'était pour eux la voix du pays. Ils ont répondu en masse, ils ont été très bien accueillis, très très bien accueillis. Pourquoi? Parce que Ben était au sommet de sa gloire. Et avec son compagnon Ben Midi, on verra par la suite, lorsque Ben sera disgracié, c'est parce que Ben Midi aurait été tué auparavant.
Des arrestations comme ça, sans même pas dans l'ombre d'un soupçon. Vous êtes étudié, vous êtes arrêté. Et vous êtes soumis à des interrogatoires. Ils voulaient savoir comment, dans quelles conditions, si le Hussein al-Aqsar, Salhid, son vrai nom Salhid, a été fait prisonnier. Par la suite, on saura comment que le Hussein al-Aqsar a été tout simplement capturé vivant par un commando de maison carrée de l'ennemi qui s'est habillé en moudjahidine, qui s'est introduit à l'intérieur du circuit de l'ALN. Il s'est introduit parce qu'il y a eu une baisse de vigilance. C'est sur ces entrefaites que l'ennemi s'introduit à l'intérieur des rouages de l'ALN. Comment? Eh bien, en distribuant des lettres, soi-disant des lettres d'officiers ALN, alors que ce sont des lettres écrites par les mains de l'ennemi, qu'il essayait de distribuer dans ce qu'on appelle les boîtes postales, notre service de renseignement et liaison, pour mouiller certains. Et comme ce service de courrier était contrôlé, ceux qui parrainaient la Bleuite, comme à l'opération Purge, ont découvert ces lettres. Et ils ont cru à leur authenticité, alors que c'était des lettres pièges. Et c'est des preuves fallacieuses. Mais ça leur a suffi. En attendant, ils ont fait beaucoup de victimes. J'étais secoué par les tortures. J'étais arrêté, j'ai été torturé plusieurs fois. Bon, à la faveur de l'amnistie du GPR, la constitution du GPR, c'est le GPR qui a mis fin à la Bleuite. ظهر دوقور يثبات يثري يفجج يتنور يفكد في زيري يضوي. Questionner l'histoire, c'est peut-être chercher après des histoires. Il est très difficile pour ceux qui ont connu les affaires d'une guerre de ramasser leurs souvenirs en débris souvent tranchants et d'essayer de construire le récit de leur vécu. Ils sont en droit de tendre des embuscades à l'amnésie et à la censure, pour les affronter à coups de souvenirs et de récits souvent pénibles, mais nécessaires pour construire cette mémoire. Yeah.
Voilà, c'est le mec. Monsieur Voilà. Michel Tessot. Bonjour. Très heureux. Enchanté. Très heureux, je vous en prie. Ouais, oui. Très heureux. C'est Monsieur partagé. Michel Salah. D'accord. Voilà. J'ai entendu parler de vous D'accord, oui. il y a 2 ans de ça. Oui. Et j'ai assisté à la projection de votre film. D'accord, en novembre 2006. Exact. Voilà. D'accord. Et j'étais pas seul. J'étais accompagné par 2 de mes compagnons. D'accord. Voilà. Ouais. Et nous avons évidemment discuté entre nous. Voilà. Et nous avons pris ce qui est excellent d'ailleurs. Et ça nous a fait partager les souvenirs de Tizi Ouzou, Oui, oui. qui n'est plus la même. Qui n'est Qui n'est plus la même, voilà. oui, qui a bien changé. Oui. Ouais, ouais. Donc la guerre maintenant est finie, il faut essayer de créer la paix Oui. entre nos deux peuples. Oui, Et ça, pour les générations futures, exact. Il qui faut tirer vont une suivre leçon. et tirer des leçons du passé, des souffrances Exactement. que nous avons partagées, chacun de notre côté. Exact. En Ben, restituant la vérité. en restant la vérité. La vérité, parce que c'est ça qui va durer, c'est Voilà. la vérité. Ah oui. Et les jeunes vont nous suivre si nous disons la vérité. Si nous continuons à mentir, ils vont se détourner de nous. Il faut que la vérité ne soit pas bafouée, Voilà. aussi bien du côté algérien que du Ah, côté des deux français. côtés, des deux côtés. Des Il n'y a, deux pas- côtés. il y a pas- il y a pas deux côtés, il y a un seul côté. C'est Voilà. le côté de la vérité. De la le vérité. côté de l'homme, dans... Ouais, c'est Je le me même permets homme. d'intervenir. Il y a quelqu'un qui a dit la première victime des guerres, c'est la vérité. Ouais. Et donc, je suis content que 2 adversaires dans le temps, on peut dire juste adversaires, pas Ah non, non, ennemis. on n'était pas des adversaires. Oh, C'était les systèmes politiques. Le qui étaient système des politique qui a adversaires. fait que, Mais les hommes étaient entraînés. oui, dans cette... Ah bah oui, je dans la disais pas guerre. ennemis, je disais adversaires parce qu'ils étaient dans deux camps différents. Deux camps différents, Voilà. Mais oui, en fin de compte, c'était effectivement. la bêtise coloniale qui a fait que Mais des hommes... les hommes ne s'étaient pas. Oui. Mais les systèmes, il y avait un système colonial qui refusait aux habitants de ce pays de vivre dans la liberté et la dignité. dans leur C'est tout, dignité. voilà. Ils étaient antagonistes. Donc il y avait quand même dans le Jura de nombreux chasseurs alpins, Oui. mais en principe, bien sûr, ils menaient des embuscades, mais on essayait d'avoir de bons contacts avec la population, apprendre à lire et à écrire aux enfants, soigner les malades, mais bien sûr, c'était en dehors des embuscades. Et quand il y avait des grosses embuscades, des accrochages, donc on faisait appel à des troupes d'élite, la Légion, les paras, qui venaient, si on était bloqué par vos troupes, pour pas nous délivrer, mais pour éloigner l'ennemi. Qu'est-ce que vous pensiez de ces régiments qui étaient un peu humains comme les chasseurs alpins? On ne faisait pas de distinguo, c'était la guerre. Celui qui était en face de nous, qu'il était parachutiste ou alpin, était identique. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des étudiants en face de vous? Est-ce que vous pensez que... Non, de mon côté, j'ai toujours ignoré qu'il y avait des étudiants en face de nous. Voilà. On savait qu'il y avait des jeunes, puisque lorsqu'il y avait des accrochages, il y en avait malheureusement souvent, il y avait des morts des deux côtés. Ah, bah oui. Aussi bien de notre côté, puisque de notre côté, on est quand même 30 000 jeunes de 20 ans qui avaient été tués. Et j'estime qu'il y en a eu peut-être 300 000 qui ont été blessés. Et bien sûr, je ne parle pas de tous les traumatismes physiques et psychiques que certains ont endurés, qui se montent, je pense, à plusieurs centaines de milliers. Donc, ça fait énormément de dégâts vis-à-vis de la plupart de ces jeunes qui étaient contre cette guerre. Et comment vous avez pu vivre et surtout survivre à travers toutes ces embuscades que l'armée française mettait aussi bien de jour comme de nuit? On a survécu difficilement, puisque, disons, les 80% de mes compagnons sont morts. Donc à travers moi, vous avez 80 bonhommes qui sont morts. Quand vous me regardez, il faut que vous puissiez vous imaginer qu'il y a 80 de mes compagnons qui sont tombés, qui ont disparu.
Et qu'est-ce que c'est que la vie sans mes compagnons? Moi, aujourd'hui, je déambule dans la rue de Tizi Ouzou, dans les rues de Tizi Ouzou. J'essaie de les retrouver, mais je suis seul. Et jusqu'à présent, moi, je pleure. Je pleure mes compagnons. Dès que je suis seul, je pleure mes compagnons. Quand on participe à une guerre, bon, on devient un monstre. Ce sont les événements. Vous faites partie de l'événement. Ces événements vous fabriquent, vous pétrissent, vous transforment. Malgré vous, vous devenez haineux, vous devenez rancunier. Mais le mental, l'esprit, quand il a été traumatisé, quand il a été troublé, il ne se calme pas aussi facilement. Il lui faut du temps, beaucoup de temps. Et les blessures, les traces qu'il garde ne s'enlèvent pas. Vous voyez le sang, vous voyez la vie d'enfants tués, des femmes. Il sauvageait quelque chose d'inimaginable. C'est plus qu'un cauchemar. Vous vous rendez compte, détruire un village. Un village, c'est une mosquée, il y a des cimetières, il y a des fontaines, il y a des habitations, il y a des places, il y a une mémoire. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'ils ont fait? Du côté aussi du FLN, vous avez quand même massacré des villages qui étaient pour la France, et vous avez aussi égorgé des enfants, des femmes qui étaient kabyles. Il y avait un massacre, c'est celui de Melouza. C'est celui-là qui nous a porté préjudice. Il n'y en a plus de cas pas pareil. Mais il y a eu un seul cas. Un seul cas et qui nous a porté préjudice. Alors ça vraiment, et tout le monde s'en est rendu compte. Et les dirigeants après, les colonels, les chefs, ont veillé à ce que ça ne se reproduise pas. Ça je peux vous garantir. Et ça ne s'est pas reproduit. Voici un extrait d'un tract de la Wilaya 3 qui illustre cet appel de pied aux jeunes soldats français pour leur faire comprendre les enjeux de cette guerre et par là même les encourager à déserter. Car notre combat a un sens, un but, un noble idéal, la libération du sol sacré de nos aïeux, la liberté, l'accession à une vie meilleure. Et souviens-toi de ce chant immortel de la résistance. Ami, entends-tu les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne? Mais pour toi, pourquoi et pour qui te bats-tu? Ta patrie est-elle en danger? Tes libertés sont-elles menacées? N'est-ce pas pour défendre les privilèges exorbitants de la grosse colonisation? N'est-ce pas pour étouffer les aspirations d'un peuple et l'empêcher d'accéder à la liberté? Tes ancêtres doivent frémir dans leur tombe, eux, les semeurs des républiques qui ont tant lutté pour faire de la France le berceau de la liberté dont tu veux faire, toi, le dernier bastin du colonialisme. Donc c'est ce que disait... Je confirme totalement, ça me revient en mémoire. Hein. C'est authentique. Finalement, ce tract, quand on l'a vu, tout le monde était conscient et l'a prouvé. Hein. Mais ce tract a vite été repris par l'armée française et elle nous a interdit d'en garder un seul exemplaire. Ah bah oui, donc il y a eu un exemplaire qui est passé par chance et qui a pu revenir en France et qui m'a été remis et qui a pu être inscrit dans mon livre Le Venin du sang. Les Algériens qui ont combattu, qui ont consenti de lourds sacrifices, ils ont toujours souhaité que la France leur prête l'oreille et qu'ils les écoutent. Et qu'ils ont cru dans les valeurs que la France avait répandues dans ses écoles. Ils ont cru.
Je parle de nos dirigeants, des révolutionnaires et même des combattants. Donc ce n'est pas la France en tant que nation, en tant que peuple qui a été combattu, mais c'était le régime colonial, le régime abject, qui s'est toujours opposé à l'émancipation de l'indigène. On s'est obstiné, parce que l'indigène reste toujours un esclave. Parce qu'il y avait un genre d'esclavage, un genre d'apartheid. Et c'est ce qu'il faut dénoncer. Mais qu'il y ait des monstres encore, même dans l'Assemblée, dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée française, qui font une loi comme ça, une loi scélérate, qui positivise la colonisation, mais ça, c'est la fin de tout. Et puis on va parler d'amitié. Tu m'as effrontément comme ça et tu me tends la main. Ce sont des baisers de Judas, ça. De mon côté, le message que je pourrais te fournir, sache que un grand nombre d'appelés du contingent étaient contre cette guerre. La majorité n'ont pas participé aux opérations de torture. C'était des unités spécialisées et que bien sûr, tous ces massacres, quand il y a eu des massacres, nous, de notre côté, on les désapprouvait. Une grosse partie des appelés du contingent étaient contre cette guerre inutile et l'avenir nous a prouvé qu'effectivement, on avait raison et qu'on aurait pu intelligemment, nos hommes politiques, que ce soit de Guy Mollet jusqu'au général de Gaulle, ne pas attendre 8 ans pour essayer de trouver un accord politique intelligent et qu'on évite tous ces massacres, toute cette misère qui ont découlé de cette guerre. La guerre m'a appris une chose. C'est que nous avons une fille et qu'il faut la vivre, mais qu'il faut toujours tirer des leçons du passé. La meilleure chose, c'est de dire la vérité à notre jeunesse, qu'elle soit maghrébine ou qu'elle soit européenne. La vérité. Mais si nous travestissons la vérité comme nous le faisons aujourd'hui, ils ne nous croiront pas. Et ils n'accepteront rien de nous. Et à ce moment-là, on retombera toujours dans le même gâchis. Donc j'estime que c'est par les témoignages, le devoir de mémoire qu'on vient de fournir tous les deux, qu'on peut construire une paix, et il faudrait que nos gouvernements aillent dans ce sens, afin que cette histoire soit terminée une fois pour toutes, et qu'on envisage concrètement à construire la paix et l'amitié entre nos deux peuples, pour le bien de l'humanité et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Nous, on termine toujours avec Inch'Allah. Parce que moi, je suis croyant. Oui. Je suis croyant et je dis, j'invite toujours avec moi le secours de Dieu. Oui. Voilà. Que Dieu écoute notre parole et nous aide dans notre action quotidienne. Exact. Il est avec nous aujourd'hui.
Finalement, ces images étaient bavardes. Tant mieux. Tant mieux pour tous ces récits qui pourront résonner à travers l'histoire. Tant mieux pour toutes ces consciences qui pourront être soulagées. Tant mieux si des lendemains meilleurs pourront se construire à l'ombre de ces mémoires souvent refoulées.